Merci, Monsieur le Secrétaire général. Je remercie les collègues pour la fécondité de leur exposé. Je voudrais juste, je ne serai pas, je vous rassure, Monsieur le Secrétaire général, je ne serai pas long. Je voudrais faire un petit aperçu sur l'histoire de la Cour suprême de Mauritanie. Je voudrais dire tout d'abord que la Mauritanie se situe à la croisée de deux mondes, le monde arabo-musulman et le monde négro-africain. Cette position charnière confère un statut de trait d'union entre deux civilisations et donc un enrichissement de son patrimoine culturel. La religion musulmane a un poids important chez la population mauritanienne. D'ailleurs, depuis l'époque almoravide, la justice était rendue par des jurisconsultes indépendants. C'est que ces hommes qui n'étaient assistés par aucune force publique ni par des officiers de justice, leur sentence était acceptée. Les partis choisissaient d'aller vers le juge qu'ils veulent. Une fois la sentence rendue, tout le monde se plie, y compris les chefs des principaux, les émirs, qui ont été parfois déboutés, ont accepté la sentence parce que c'est disposé d'un savoir religieux avéré et d'une probité indiscutable. Donc, c'était ça la période précoloniale en Mauritanie. C'était la justice, elle était une justice informelle, indépendante. En tout cas, elle n'était pas formalisée dans un cadre juridique. Pendant la période coloniale, il y a eu, les Français se sont rendus compte de l'importance du poids de la religion et de l'attachement des populations à leur culture. C'est pourquoi ils ont institué là, il y avait une cohabitation entre deux systèmes, l'un dit traditionnel, c'est-à-dire coutumier, de droit musulman, et l'autre dit de droit moderne. Cette cohabitation a continué jusqu'à l'indépendance, et même jusqu'à 1961. À partir de cette date, là, on a créé un tribunal supérieur, comme quelqu'un l'a dit, on était rattaché à l'AOF, et surtout la justice était basée à Saint-Louis et à Dakar. Donc, la Mauritanie dépendait du Sénégal. Et donc, la justice était rendue à ce niveau. Après, à partir de 1965, on a organisé la justice, on a créé une loi relative à l'organisation et le fonctionnement de la justice et une Cour suprême a été créée. Cette Cour suprême, en réalité, concentrait l'essentiel de toutes les compétences d'un conseil d'État, d'une juridiction de cassation classique, d'un conseil d'État, d'un conseil constitutionnel, d'une Cour des comptes. Et ça a continué jusqu'à 1999. À partir de cette date, la Cour, avec la création d'une Cour des comptes et d'un conseil constitutionnel, ces deux compétences ont été conférées à ces deux institutions. À partir, bien sûr, de 1999 et 2007, la Cour, bien sûr, est devenue une Cour de cassation comportant quelques chambres, avec une chambre, bien sûr, des chambres réunies, et pour certaines pourvois, et bien sûr une chambre de conseil. Récemment, des états généraux de la justice ont été organisés. Et donc, parmi les recommandations essentielles, c'est de pouvoir doter la Cour des comptes d'une organisation spécifique, avec bien sûr une codification, une unification de sa jurisprudence, pour éviter éventuellement les errements jurisprudentiels qui peuvent bien sûr être visibles à l'évolution de notre droit. Et donc, nous avons le regret de ne pas pouvoir amener, parce que il y a aujourd'hui un siège autonome. On était logé au Palais de la Justice, mais on a réussi depuis quelques années, depuis 2011, à avoir un siège autonome. C'est un bâtiment assez spacieux, bien entretenu. Et donc, nous subissons, comme d'ailleurs quelqu'un l'a dit, bien sûr, des contingences
la Cour des comptes, la Cour suprême, lorsqu'elle réunissait toutes les compétences constitutionnelles, était un enjeu majeur pour les décideurs politiques. Mais maintenant, le Conseil constitutionnel étant créé, la Cour des comptes pour les affaires financières est créée, donc la Cour se concentre essentiellement sur ses compétences classiques. Je vous remercie.